soyez les bienvenus ici à de famille, c'est une fête de famille. Et une fête de famille qui cadre cette année-ci dans le cadre de la fête de la femme. Donc, je pense que nous fêtons la femme aujourd'hui ici avec les familles. La femme, c'est la famille, n'est-ce pas? Donc, bonne fête à tout le monde. Au cœur. Parce que la famille, vraiment, c'est les nœuds de la société. La famille heureuse, c'est une communauté heureuse, c'est un pays heureux, c'est le monde heureux sans guerre. Vous allez m'excuser pour le franc-anglais et les mots en français qui ne finissent pas parce que je me bats pour parler français. Donc, aujourd'hui, je suis Otama François. Il est marié et père de fils. Très bien. Il va nous parler de mariage heureux. Est-ce encore possible? Mariage heureux. Est-ce encore possible? Il travaille dans le l'orientation pour au Cameroun, chez nous, et puis de la famille, association. Donc, et certainement, il a contribué déjà à cette question au fond de la famille. Donc, il s'est engagé à mettre ça sur papier, sur écrit. Et il est donc l'auteur de ce livre qui s'appelle Le mariage, un itinéraire de foi, perspective africain. Et s'il y en a parmi vous qui avez déjà eu l'occasion, l'opportunité de parcourir ce livre, vraiment c'est un livre qui parle de la chose comme gestion, qui vont nous aider à comprendre davantage à partir de son expérience, ce qui peut nous aider à vivre cette vie. Bon, welcome, Mr. François Otama, and thank you for accepting to talk to us. Sorry that I didn't translate for English speakers, but I guess we're all bilingual. We'll come back later on in English. Thank you. Merci Esther et bonjour à tous. Ce n'est jamais facile de parler du mariage parce que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du mariage en réalité. Nous allons essayer d'aborder cette question du mariage. C'est un sujet vaste, complexe et difficile, comme je le disais tout à l'heure. Nous n'allons pas l'aborder dans le cadre des grands débats de société sur le mariage qui ont cours aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en Occident. Je voudrais vous proposer qu'on aille voir le mariage comme cette réalité personnelle-là, entre deux personnes qui s'engagent et essayer d'aller au cœur de cette relation. Peut-être que sur les débats de société, on reviendra là-dessus. Je commence cet entretien par aller écouter Adam. Je voudrais qu'on commence cet exposé par aller écouter Adam dans le livre de la Genèse. Lorsqu'il s'écrit, cette fois-ci, celle-ci, cette fois-ci, épouse de mes os et la chair de ma chair. Lorsqu'il reçoit de Dieu son épouse Ève. Et Dieu, le Créateur, prenant acte de l'émerveillement d'Adam, de sa joie, indique à l'humanité la fin essentielle du mariage qu'il vient lui-même de célébrer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. On parle ici d'unité et de souffrance, de renoncement à soi. Mais comme une vocation de l'homme et de la femme, appelés à sortir d'une solitude stérile pour s'aider, se compléter et ainsi atteindre la plénitude de la vocation humaine, tant matérielle que spirituelle. Le bien des époux, rendu en même temps participant à l'œuvre de création de Dieu par le don de la fécondité, est le dessein recherché par Dieu à l'origine. Et vous avez vu dans les pharisiens qui essayent de tenter Jésus les ramène à cette réalité originelle. Dans cette perspective de foi, chaque époux doit alors accueillir l'autre comme l'assistance divine auprès de lui, auprès d'elle. Chacun est pour l'autre le don de Dieu pour se dépasser lui-même ou elle-même, pour se réaliser et pour être heureux. Mais même si on se situait dans une perspective strictement laïque, on a parlé de la vie tout à l'heure, mais même si on a la nature même de la personne, parce que l'individu ressent le besoin, un peu comme un appel intérieur, à s'unir à l'autre
pour construire un projet de vie et progresser dans son existence. Sans cet engagement à partager sa vie, il fera sans doute à un moment ou à un autre l'expérience d'une forme de solitude intérieure et le sentiment d'inaccomplissement. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les sociétés et dans toutes les cultures, le mariage n'est jamais un événement comme un autre. C'est une véritable célébration personnelle et sociale. Nous constatons donc que même dans cette vision laïque, on rejoint la Sainte Écriture dans l'affirmation selon laquelle le mariage, dans sa nature intrinsèque, souvent ce mot se supporter. Mais c'est une voie de bonheur, de joie pour l'homme et la femme. On se marie pour être heureux. Dès lors, comment y parvenir dans un contexte où le mariage n'est plus affirmé comme une union stable et indissoluble entre un homme et une femme? Notre intervention ne cherchera pas à présenter tout le catalogue des vertus du foyer qu'on trouve dans la littérature sur le mariage. On a eu d'ailleurs un peu avant vous une excellente homélie de M. l'abbé tout à l'heure. Je voulais vous proposer de nous concentrer sur deux aspects. D'une part, sur quelques repères fondamentaux qui peuvent nous aider à formuler de manière concrète et réalisable cette idée de bonheur conjugal. Et deuxièmement, qu'on se concentre sur les valeurs nécessaires pour construire ce bonheur dans une unité de vie conjugale. Cela se résume par les deux questions suivantes. Qu'est-ce qu'être heureux dans la relation conjugale? Il faut commencer par là. Et la deuxième question, quelles valeurs minimales faut-il développer mutuellement pour y parvenir? La première question, qu'est-ce qu'être heureux dans la relation conjugale? C'est quoi l'idée de joie, de bonheur conjugal? C'est une question qui est décisive parce qu'on constate que dans notre société postmoderne, individualiste et hédoniste, l'on développe, et c'est surtout le cas d'un grand nombre de jeunes, on développe une vie permanente, laquelle conduit alors à multiplier les aventures et les ruptures. Du bonheur varie d'un individu à l'autre. Mais cependant, l'idée d'être heureux en couple n'est pas non plus totalement abstraite, parce qu'entre là sont communes, parce qu'elles sont liées à la nature profonde même de l'homme ou de la femme. Ce sont là des besoins existentiels qui, dans le cadre d'une relation interpersonnelle comme le mariage, sont indispensables pour approcher, voire réaliser l'idée de bonheur. J'aimerais qu'on se focalise sur ce qui me semble être les deux éléments primordiaux qui peuvent offrir à chacun une perspective. Je voudrais formuler ces idées de manière, ces éléments de manière extrêmement simple. La première chose, l'attention à l'autre. J'aurais bien préféré parler, Esther, de verbe en anglais, on dit to care. Il me semble plus profond. Mais je parle d'attention à l'autre, premièrement. Et deuxièmement, le respect. Attention à l'autre, respect. Il s'agit, à mon avis, de la base minimale qu'on peut proposer au couple pour devoir rechercher l'autre pour l'autre comme expression de mon amour. Premièrement, donc, l'attention à l'autre, à son époux ou à son épouse. Lorsque nous parlons d'attention ici, nous nous situons au cœur de l'essence même du mariage. Parce que, comme nous l'avons souligné plus haut, à l'origine, elle est présentée à Adam comme une aide assortie, un secours. Dès lors, comment dire qu'on est heureux dans le mariage si on ne reçoit pas de l'autre, tout en lui apportant aussi le secours, l'aide, l'attention nécessaire pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il réalise son potentiel, qu'il est attentif à nos préoccupations, qu'on est attentif à ce qui nous tient à cœur. Et c'est cette attention qui donne à l'autre, à chacun, l'envie d'exister à côté de l'autre, de manière à ce qu'il puisse écrier comme Adam, il est bon que tu existes. Et l'on trouve ici le sens de l'amour véritable, vouloir le bien de l'autre. Aristote définit l'amour comme le fait de vouloir ce qui est bon pour l'autre. Et cela peut nous fournir de bonnes questions pour notre examen de conscience. Suis-je attentif à ma femme ou à mon mari? Est-ce que je me préoccupe de ses besoins, de ce qui lui tient à cœur? Deuxième élément, à côté de l'attention, le respect. Le respect est l'une des demandes intérieures les plus fortes de tout être humain. Respecter son époux, son épouse, c'est reconnaître l'intégrité et la dignité de sa personne en tant qu'image de Dieu. C'est pourquoi le respect de l'autre est aussi une œuvre de notre foi. Dans la relation conjugale, le manque de respect est durement ressenti dans la mesure où il engendre le sentiment de ne pas avoir de valeur, d'être nié par l'autre.
et finalement de ne pas vraiment être aimé, mais d'être utilisé. Et lorsque nous parlons de respect ici, on inclut l'intégrité physique et psychique de chacun. On intègre l'écoute de l'autre. On intègre aussi la fidélité dans l'engagement qu'on lui a fait, la fidélité. Une remarque qu'on peut faire à ce niveau, c'est que même si ces deux valeurs, l'accompagnement d'un couple à un autre, il n'en demeure pas moins que dans tous les cas, il faut éviter d'avoir une vision du bonheur conjugal essentiellement matérialiste et individualiste pour assouvir ses plaisirs, ses passions et ses caprices. Un mariage ne prospère pas dans un schéma où l'un veut se réaliser au détriment de l'autre ou en abusant de l'autre. Et tôt ou tard, dans la vieillesse, on voit ça parfois avec beaucoup de couples dans la vieillesse, il y a beaucoup de rancœur. Il y a beaucoup de rancœur parce que c'est à cause de lui que je n'ai jamais travaillé. On entend souvent ce genre de phrases. Une autre clarification que l'on peut faire à ce niveau, c'est que rechercher le bonheur conjugal ne consiste pas à parvenir à un état de vie conjugale sans difficulté. Le mariage sans problème n'existe pas. Le mariage sans histoire n'existe pas. Pas plus qu'une vie sans problème n'existe, quel que soit l'état de vie ou la vocation choisie. Il faudrait donc alors dire, et en s'adressant particulièrement aux jeunes qui s'engagent dans la vie matrimoniale, de ne pas entretenir l'illusion d'y trouver tous les jours la joie parfaite, mais plutôt de considérer le mariage comme un chemin de croissance à travers les différences, les qualités et les défauts de l'autre. Sinon, le risque est que les jeunes choisissent la rupture dès les premières épreuves, parce qu'on se dit qu'on s'est trompé, on n'était pas fait l'un pour l'autre, et donc il faut se remettre à la recherche ou à l'attente de la bonne personne. Mais aussi, quand bien on reste marié, on va multiplier les aventures, les unes après les autres, pour y trouver ce que le conjoint n'offre pas, ou n'offre plus, ou la conjointe. C'est, disons, une illusion, et on va s'en rendre compte plus tard, tôt ou tard. Mais parfois, le mal est fait. Le mariage met ensemble deux êtres différents qui n'ont pas les mêmes repères psycho-affectifs parce qu'ils ont grandi dans des milieux différents, des milieux sociaux différents, des milieux culturels différents. Ensuite, la personne humaine elle-même n'est jamais statique, figée, mais ses attitudes et son comportement subissent des variations plus ou moins marquées au cours de sa vie. Donc, l'homme ou la femme qu'on a épousé à un moment précis n'est plus nécessairement le ou la même 10 ans après ou 20 ans après. Et pourtant, il ou elle demeure l'épouse. Chaque être humain reste aussi un mystère pour lui-même, et donc à fortiori pour l'autre. À cela s'ajoute le poids des contraintes de la vie, les émotions, les humeurs changeantes qu'il faut gérer tous les jours. Se pose alors la question qui nous amène à la deuxième partie de cet exposé. Que faire? Comment faire pour surmonter ces variations et ces différences, voire y trouver même des éléments de complémentarité, afin de construire une unité conjugale? Ici encore, quelques préalables s'imposent. D'abord, rappelons à nouveau qu'il n'y a pas de formule universelle applicable ou transposable à tous les couples. Chaque couple est unique à l'image des deux personnes qui le constituent. Et il est important de le relever parce que les conjoints sont souvent tentés de se faire des repos sur la base des comparaisons avec d'autres couples. Par exemple, lorsqu'on dit le mari de tel ne fait pas comme ça, ou alors tu ne peux pas voir comment la femme de tel se comporte. Évidemment, il peut être nécessaire parfois de se référer à une expérience conjugale idoine, mais celle-ci ne doit pas être un référentiel fixe ou absolu qu'il faut imiter ou transposer absolument. Chaque couple doit rechercher ses propres repères affectifs, se construire autour de la personnalité de l'un et de l'autre. Ce qui peut être proposé comme socle commun à tous les couples, c'est le dialogue et la charité. Nous aborderons plus amplement cette question de dialogue par la suite, mais avant, évoquons un aspect essentiel de la construction du couple, qui constitue aussi un terrain par excellence pour développer une culture de dialogue. La fameuse question des différences et des défauts. Comment gérer une différence et comment y trouver même une source de sanctification, d'amélioration personnelle. Vous me permettrez de commencer par donner à grands traits une indication sommaire des étapes du mariage et leurs caractéristiques telles que la psychologie les appréhende, la psychologie des couples. On sait qu'au cours des fiançailles et des premières années de leur mariage, une période qui peut aller selon les couples, on dit tout le temps à l'autre, je ne peux pas vivre sans toi.
et surtout d'idéalisation dans laquelle chacun s'imagine que l'autre correspond parfaitement à l'image de celui ou de celle qu'il attendait, c'est-à-dire un peu le prince ou la princesse charmante de ses rêves. Il y a dans cette phase un amour-passion qui est nourri par une appréciation plus extérieure qu'intérieure de l'autre. Dans cette phase, on ne semble voir que les points d'accord, on ne voit pas les désaccords. Il peut donc avoir dans cette phase un aveuglement qui empêche d'évaluer correctement certains aspects de la personnalité de son conjoint qui ne conviennent pas. Soit on considère que ce n'est pas si grave, soit on considère qu'il ou qu'elle va changer avec le temps. C'est très dans les couples. Notamment lorsque le couple, la vie, on ne réussit pas dans la vie. Réussir dans la vie ne veut pas dire avoir absolument de l'argent. Il faut rappeler aux jeunes couples, et là les Camerounais n'aiment pas parler de ça. Lorsque un homme arrive à la maison avec son salaire, il ne dit jamais à sa femme combien il gagne. Lorsque la femme travaille aussi, j'ai des gens qui disent que sa femme travaille depuis 15 ans, ils ne connaissent même pas ce que sa femme gagne. Donc il y a là des questions très importantes, des questions qu'il faut élaborer, des questions sur lesquelles on ne peut pas passer. Donc j'aurai beaucoup d'autres questions, mais ce que j'étais en train de vous dire là, c'est très important. Il y a aussi le fait que, vous avez déjà annoncé cela, la femme ou la mère ou le père se réfugie derrière les enfants, crée une autre société pour combattre notre conjoint. Et ça, vous allez voir les gens qui ont 30 ans, 40 ans de mariage, qui cherchaient même à divorcer. Non, je n'ai pas cherché, ma femme est à côté de moi. Qui cherchaient à divorcer uniquement pour punir la femme qui a monté les enfants contre lui. Donc, je serai prêt un jour, si vous m'appelez, à dire quelque chose, à dire beaucoup de choses. Alors, vous avez oublié autre chose. Lorsque Jésus est arrivé, il a distingué ce qui s'est passé à l'époque. Nous savons comment Jacob s'est marié avec deux sœurs, il a pris aussi, n'est-ce pas, les servantes de ces femmes. Alors je viens, Saint Paul dit, dans les écrits, que s'agissant du mariage, Dieu a créé chacun de la vie qu'on trouve deux individus qui n'ont pas le même caractère. Et notamment quand on lui pose la question de savoir pour le mariage de ceux qui vont parler pour Dieu. Il dit que normalement on ne doit pas se marier parce que si on se marie, on va aimer deux personnes. On va aimer sa femme alors qu'on se sacrifie pour Jésus. Je viens ici au Cameroun aujourd'hui, quand vous parlez de mariage, n'oubliez pas que le droit camerounais autorise plusieurs femmes de mariage polygamie. On ne peut pas oublier ça si on vit dans une société. Il faut traiter. Nous quittons ici, nous arrivons au village, ici au quartier, il y a des gens qui ont 5 femmes. Comment vivent-ils? Est-ce que c'est normal encore aujourd'hui? Même pour le problème de maladie. Donc ça, c'est... J'ai avancé cela pour que si on avait le temps, on discuterait. Merci beaucoup. Je ne voulais pas beaucoup me centrer là-dessus. Les causes de problèmes dans le couple sont classiques. Dans tous les couples, vous allez les trouver. L'argent, les belles familles, l'infidélité, etc. C'est des problèmes. Mais simplement, j'essaie d'expliquer que la question, ce n'est pas ces problèmes. Tout sont inévitables. C'est pas possible. Vous avez une très belle expérience. Je ne pense pas que vous pouvez confirmer le fait que après 44 ans, il reste des problèmes, n'est-ce pas? Mais comment nous les gérons? Je crois que c'est ça le plus important. Comment nous les gérons? C'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant, pas ces problèmes-là directement, mais la manière dont... Par exemple, l'argent, si on dialogue, l'argent, je disais, c'est un reflet de l'unité de vie dans le couple. Lorsqu'un couple déjà a cette rupture-là,
ça veut dire qu'il y a un problème d'unité. Et ce problème d'unité, c'est une question de dialogue, de respect. Ça, j'aimerais un peu sur ce que vous disiez également tout à l'heure. Le respect, vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre. Revenir sur ces valeurs centrales. L'autre chose également, vous avez parlé de mariage chrétien tout à l'heure. Je l'ai aussi dit en introduction. Vous savez mieux que moi que si on veut parler de mariage, on va rester ici toute notre vie. On ne partira pas. Donc je vous ai expliqué que mon souci, lorsqu'on m'a proposé d'intervenir ici, c'est des questions dans mon livre, par exemple, le chapitre le plus long. J'ai appelé ça l'inculturation du mariage en Afrique. C'est le chapitre le plus long, où j'ai traité de manière assez abondante ces questions de la polygamie et autres. Bon, mais vous parlez de la polygamie, mais quelqu'un d'autre aussi, et généralement lorsque j'interviens sur le mariage, ça ne manque jamais. On va poser la question sur la polygamie, après on va parler aussi du mariage qui pousse en Occident. Mais ce que j'essaie d'expliquer, ça c'est des grands débats de société sur le mariage. Je n'ai pas voulu, dans mon exposé, entrer dans ces débats-là. La question, c'est que le couple, ce couple qui est constitué, vous êtes là, beaucoup ici ne sont pas polygames, n'est-ce pas? Alors comment ce couple-là vit, recherche l'unité, n'est-ce pas? Comment ce couple-là doit aller au cœur de la relation conjugale, comme je disais tout à l'heure, et voir les valeurs qui peuvent aider cette relation-là à grandir par-delà les qualités, les défauts des uns et des autres. Donc, je le disais une fois je faisais une causerie sur le mariage. Et à un moment donné, toutes les questions allaient sur le mariage pour tous. J'ai dit, c'est bien, nous sommes contre. J'ai écrit un chapitre qui traite de ça. Ça c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Mais nous, couple chrétien, quel témoignage donnons-nous? C'est bien beau de venir critiquer ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, parce que c'est aller contre le plan de Dieu, c'est très clair. Mais si on finit de le faire, si je viens faire une conférence pour développer tous les arguments contre la polygamie, contre le mariage pour tous, et que juste après ici, au lieu de rentrer à la maison, je vis quelque part, ça ne va pas. Donc, nous-mêmes d'abord, quel témoignage de vie j'offre comme marié? Cette crise du mariage-là passe par le retour des couples sur eux-mêmes pour s'interroger et rechercher cette vie qui sera témoignage pour les autres, qui ne disent pas que, vous savez, les chrétiens au premier siècle, ce qui les caractérise, c'est ce témoignage de vie. L'étudiant disait, mais regardez comment ils sont. Ils s'aiment, il n'y a pas de discorde, etc. Quel témoignage de vie que nous avons? C'est ça qui me semble aussi essentiel. Mais sur la question de la polygamie, rassurez-vous, dans ce livre, j'en parle beaucoup. Merci François, on va prendre... Déjà, merci pour ce brillant exposé. Et si j'ai pris la parole, c'était pour parler à la suite de Maître Sonké, parce que quand il s'est levé, j'ai reconnu qui il était, la personne qui nous a parlé tout à l'heure. Donc, il a la chance, peut-être, d'avoir épousé une personne qui n'est pas de chez nous. Mais la vérité, c'est que 44 ans de mariage, ce n'est pas donné. Ici, en Afrique, je m'appuie sur l'exposant pour dire merci, parce que nous sommes en train de parler de témoignage. Notre vie devrait être plutôt un témoignage par rapport aux autres. Et je voulais dire qu'en tant que député et avocat, qu'est-ce qui se passe avec le code de la famille? Où en est-on? Parce que là, beaucoup de gens ne savent même pas, quand on leur pose la question le jour où ils se marient, sous quel régime vous vous mariez? Parfois, ils disent une chose et après ils disent autre. Ce qu'ils disent, ils ne savent même pas. Tous les gens se marient au Cameroun sous le régime polygamique. Nous avons, notre loi parle de polygamie. C'est l'exception qui nous parle de monogamie. Donc nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous devons savoir que le mariage chrétien est un témoignage. Donc je ne sais pas pour poser une question, peut-être c'est seulement... Donc je voulais dire que le mariage chrétien c'est très bien, mais la vérité c'est que nous regardons autour de nous et les gens se marient chrétiennement, mais après ils font aussi ce que les païens font. Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce mariage? Ça c'est ma préoccupation. Pardon, le thème de l'exposé, c'était
Un mariage heureux, est-ce encore possible? Un mariage heureux, est-ce encore possible? Je suis content que François ait exposé sans répondre à cette question. Il a laissé chacun induire la réponse. Parce que c'est une question divergente. C'est-à-dire qu'il admet autant de réponses que des gens qui veulent y répondre. Parce que le bonheur, il est individuel et il se construit. Je suis content parce que il a abordé des aspects d'une importance capitale. La différence entre différence et défaut. Il a dit qu'on ne doit pas supporter. Mais je pense qu'à un moment, on doit supporter. On doit supporter parce que ça fait partie du mariage. Je résume, si je me permets, ce qu'il a dit en 1 plus 1 égale 3. Quand un homme veut épouser une femme, il se marie, l'homme vient avec tout ce qui est. La femme vient avec tout ce qui est. Ça fait déjà un et un autre 1. Et le troisième 1, c'est le couple. Donc tout ça, tu en as parlé. C'est un résumé de ce que tu as dit. Quand tu dis qu'il faut respecter les différences les uns des autres, comme ce fait d'enrichissement, ces différences, on ne peut pas les donner, tu l'as dit. Maintenant, notre pape local a parlé du dialogue entre hommes et femmes. C'est formidable. Mais avant ce dialogue, il faut que chacun dialogue d'abord avec lui-même, avant d'aller dialoguer avec l'autre. Et là, tout marchera comme cela se doit. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Oui, il y a parmi les causes des problèmes, tu as dit beaucoup de choses. Bon, si on considère la belle famille et l'argent comme le voisin, le voisinage joue un rôle très négatif dans le couple. Parce que si j'ai un problème avec ma femme, et mon ami ici, je cours au voisin, je dis que regarde, tu sais ce que ma femme a fait. Tu dis pourquoi? Qui t'a fait ça? Moi, ma femme me fait ça, c'est fini. Alors qu'il vit pire chez lui. Donc, les problèmes du couple doivent être résolus par le couple.